Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu de la LNH 2024-2025. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Red Wings de Détroit. Alors, du côté des Red Wings de Détroit, la saison 2023-2024 aurait été quand même assez intéressante. On n'a même pas passé à un point de faire les séries. Non, non, non. On avait 91 points et la dernière organisation à avoir fait les séries dans la conférence de l'Est était les Capitals de Washington avec 91 points. Donc, c'est ce qui fait que, ben, malheureusement pour les Red Wings, on a manqué un match, that's it, puis voilà, on aurait pu participer aux séries éliminatoires. Ce qui aurait été une première depuis un petit bout de temps, puisque là, ça fait exactement 8 saisons d'affilée que les Red Wings à Détroit ne participent pas aux séries éliminatoires. Alors, c'est ce qui m'amène en fait à dire que ben on semble s'en aller dans le bon sens du côté de Détroit, mais il en reste pas moins que on n'a toujours pas atteint notre fameux objectif d'atteindre les séries éliminatoires. Puis pourtant, on a fait beaucoup d'additions du côté des Red Wings la saison dernière, dont entre autres on se rappelle qu'on avait fait la signature de Alex DeBrincat, mais tu sais sinon il y avait différents gars qui avaient été rajoutés, je me rappelle plus tant dans l'ordre, je pense Petrie, peut-être Sherrod. En tout cas, il y avait beaucoup de gars, Patrick Kane, il y avait beaucoup de gars qui avaient été rajoutés à l'organisation. Ce qui a pour résultat des fois que ça va venir un peu nuire à la chimie de l'organisation. Fait que c'est peut-être compliqué un peu dans cette situation-là, à ce moment-là, de pouvoir mener ce groupe-là à avoir une cohésion suffisante pour être capable justement de participer aux séries éliminatoires. J'essaye de. Je suis désolé là, si vous entendez tout le temps un bruit, j'ai remarqué que c'est mon écouteur ici qui fait du bruit. Puis j'essaie de l'accrocher, mais le câble il est trop court. Fait qu'il se rend pas à mon pantalon, fait que je sais pas où l'accrocher. J'ai essayé de vous arranger ça de manière à ce que ça fasse moins de bruit, là, parce que c'est fatigant quand ça fait croc croc croc. So, bref, c'est ça. C'est ce qui fait qu'au final, ben, la saison passée a quand même démontré des points quand même très positifs, même si on a encore raté les séries pour une huitième saison d'affilée du côté de Détroit. Je pense entre autres à un gars comme Lucas Raymond qui a connu la meilleure saison de sa carrière avec quand même un total de rien de moins que 72 points et 31 buts. Une excellente saison pour ce qui est de Lucas Raymond. Sinon, on a vu aussi Patrick King qui a eu un impact en arrivant. Là, on parle de 47 points en 50 matchs. On parle aussi d'une bonne première saison pour ce qui est de Shane Gillisberry. 56 points en 81 matchs pour le défenseur qui est parti maintenant, mais quand même qui avait connu une excellente saison. On peut dire aussi que Alex DeBrincat a été à peu près dans ses standards au niveau de la production, 67 points en 82 matchs. Fait il y a des points quand même qui ont été des points positifs. Dylan Larkin, 69 points en 68 matchs. Fait que, on peut bâtir sur quelque chose pour la prochaine saison, mais il va falloir assurément que cette organisation-là soit plus ordonnée, que son système de jeu soit mieux huilé et avec une certaine stabilité au niveau du corps, je pense qu'on peut y arriver du côté de Détroit, ou du moins je leur souhaite aisément. Alors on revient avec le directeur général Steve Eisenman qui s'était donné pour mission justement de ramener l'organisation en séries éliminatoires il y a de ça quelques années. Par la suite, on revient avec l'entraîneur Lalonde. On a terminé 18e dans la Ligue nationale, 9e dans la conférence de l'Est. Mais je répète, on avait exactement le même nombre de points que les Capitals de Washington. On avait même une victoire de plus en temps réglementaire que les Capitals de Washington du côté de Détroit. Mais malheureusement, on a perdu un match qui aurait été important contre les Capitals. Bref, on n'a pas participé aux séries pour une huitième saison d'affilée. C'est 41 victoires, 32 défaites, 9 défaites en prolongation pour 91 points. Une moyenne de but marqué de 3,35. C'est quand même intéressant. On est 9e dans la LNH. Mais là où le bas blesse, c'était le jeu défensif. Et au niveau de la défensive, là, 3,33 de moyenne de but accordé, on est 24e dans la Ligue nationale. Fait qu'il va vraiment falloir qu'on trouve nos repères dans notre système de jeu du côté de Détroit si on veut être capable de rentrer en série. Puis par la suite, ben, comme le nouvel arrivant Vladimir Tarasenko a mentionné, un coup que tu es en série, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que Tarasenko, d'ailleurs, que je souligne qu'il a gagné sa deuxième Coupe Stanley avec les Panthers la saison dernière. Fait que c'est un gars quand même qui a déjà vécu, entre autres, la grande remontée, si vous voulez, là, des Blues de Saint-Louis en 2019, si ma mémoire est bonne. Puis sinon, ben, la conquête de la Coupe Stanley la saison dernière. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience, une belle addition. 23,1% en avantage numérique pour le 9e rang dans la Ligue nationale et 79,6% en désavantage pour le 14e rang. Donc clairement, ça va pas si mal offensivement, ça va un peu moins bien défensivement du côté de Détroit. Maintenant, le meilleur buteur a été Dylan Larkin avec 33 buts. Imaginez 33 buts en 68 matchs. Fait qu'il aurait pu faire encore mieux que ça s'il avait joué une saison complète. Il aurait peut-être même sûrement atteint le 40 buts. Fait que
C'était une très très bonne saison pour ce qui est de Dylan Larkin. Malheureusement, il a dû manquer quelques matchs. Par la suite, le meilleur en termes de points aurait été Lucas Raymond, que je souligne. Pour l'instant, il n'est toujours pas signé au moment d'enregistrer ma vidéo. C'est un agent libre avec restriction. Alors, comme j'ai mentionné dans mes autres vidéos, je vous rappelle que ces vidéos-là sont enregistrées avant le début des camps d'entraînement. Puis dans le cas présent, là, on a quelques joueurs qui sont toujours pas signés du côté de Détroit. Je pense entre autres à Maurice Sider, qui n'est pas encore signé. Lucas Raymond aussi, qui n'est pas encore signé. J'en ai un autre aussi qui n'est pas encore signé. C'est qui? C'est Berggren. Berggren qui n'est pas encore signé non plus au moment de filmer cette vidéo, d'enregistrer cette vidéo-là. Maintenant, le meilleur défenseur, évidemment, à caractère offensif, je tiens absolument à le souligner, aura été Shane Gottisbehere. En 81 matchs, il a 56 points, moins 16 en termes de différentiel, plus moins. Assurément, le défenseur le plus beau à voir aller dans l'organisation, c'est Maurice Sider. C'était pas Gottisbehere. Dans le cas de Gottisbehere, lui, je me souviens plus ce qu'il a signé, mais en tout cas, il n'est pas de retour cette année du côté de Détroit. Ce qui me laisse croire que ça explique pourquoi on a fait la signature de Gustafsson. C'est parce qu'on veut essayer de rattraper un gars qui est pas très responsable offensivement, mais pas très responsable défensivement, mais qui produit offensivement en Gustafsson. En tout cas, c'est une impression que j'ai. Maintenant, les trois espoirs qui sont à suivre cette année, évidemment, ils ne feront pas nécessairement tous partie de la LNH de cette année. On va commencer par Simon Edvinsson, un joueur de 21 ans, défenseur, gros gabarit dans son cas à lui, 6 pieds 4, 216 livres. Il a joué majoritairement dans la Ligue américaine la saison dernière. Il a 54 matchs, 8 buts, 22 passes pour 30 points du côté de Grand Rapids. Et il a joué 16 matchs dans la LNH pour un total de 2 points. C'est un défenseur qui a un excellent coup de patin, une bonne passe, puis qui est capable de jouer physique, j'espère, à 216 livres, 6 pieds 4. J'espère qu'il utilise son corps. Donc, c'est un gars qui est capable d'être très impliqué et de faire mal physiquement. Par la suite, on va y aller avec Nate Danielson, 19 ans, un joueur de centre qui a évolué du côté de la WHL dans la Ligue la Ligue de l'Ouest, dis-je bien, au niveau canadien. 54 matchs, 24 buts, 43 passes, 67 points la saison dernière du côté de la WHL. En séries éliminatoires, il a compté 24 points en 18 matchs. C'est un gars qui a un très très bon coup de patin. Il est agile, très fluide et il a des bonnes mains. Alors, un joueur essentiellement à caractère offensif pour ce qui est de Nate Danielson. Par la suite, on va fermer le tout avec Marco Casper, 20 ans, un joueur de centre. Il a joué majoritairement non, totalement en fait. Il a joué toute la saison dans la Ligue américaine du côté de Grand Rapids. En 71 matchs, il a 14 buts, 21 passes pour 35 points. Alors dans le cas de Casper, c'est un espoir un peu différent. Lui, c'est un gars qui est surtout fort physiquement. C'est un gars qui est capable d'aller dans les endroits où ça fait mal et qui a une excellente passe. Donc, on va y aller maintenant avec un alignement qui est un alignement possible. Évidemment, ce n'est pas un alignement basé sur le camp d'entraînement. Alors, je ne sais pas exactement de quoi auront l'air les lignes, mais c'est un alignement que je propose comme étant mon alignement. Je tiens également à vous inviter à venir me rejoindre sur mes différentes plateformes sociales où je m'appelle HockeyFan514 partout, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Et vous pouvez aussi utiliser le hashtag HF514. Et puis sinon, vous pouvez aller faire un petit tour sur le site alacoupe.ca pour voir le dossier pré-saison de notre chroniqueur Andy Saucier qui passe en revue l'été des différentes organisations de la LNH qui est disponible dès maintenant en partie parce qu'on y va un article par jour, un 32 en 32 là, pour ce qui est du alacoupe.ca. C'est disponible sur le site alacoupe.ca, l'été des différentes organisations de la LNH. On va y aller maintenant avec un alignement qui est un alignement possible. Je vais commencer avec ma première ligne. Je vais y aller avec la première ligne qu'on a le plus vue la saison dernière qui était bien évidemment Alex DeBrincat, Dylan Larkin et Lucas Raymond. Fait que je vois pas vraiment l'intérêt de changer ça parce que ça l'a relativement bien été dans ses standards pour Alex DeBrincat, ça l'a bien été pour Dylan Larkin et ça l'a bien été pour Lucas Raymond. Fait qu'on garde cette première ligne-là. Dans le cas de DeBrincat, la saison dernière, c'est 67 points 82 matchs du côté de Détroit. Larkin, 69 points 68 et Lucas Raymond, c'est 72 en 82. Alors, ça fait un beau melting pot là, de style de joueur. Puis sinon, on parle quand même ici là, de joueurs qui sont tous à peu près dans la mi-vingtaine. Raymond, il a 22 ans, mais sinon Larkin, 28 et DeBrincat, 26. Fait que c'est des gars qui sont pas tant vieux. Puis c'est des gars qui ont eu une belle chimie la saison dernière.
Maintenant, on a fait une acquisition qui est très intéressante du côté de Détroit et c'est celle de Vladimir Tarasenko. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas nécessairement un grand amateur de Vladimir Tarasenko. Je trouve que c'est un gars qui est up and down. Je trouve que c'est un joueur que des fois il donne beaucoup, puis après ça tu le vois plus pantoute pendant quelques matchs. Mais c'est quand même un gars qui a gagné deux coupes Stanley. C'est un gars qui a joué en série la saison dernière. C'est un gars qui a été dans une équipe gagnante. Puis ça peut être juste bénéfique de faire ce genre d'ajout-là pour l'organisation des Red Wings de Détroit. La saison dernière, Tarasenko, c'est 55 points en 76 matchs du côté de Ottawa et de la Floride. Par la suite, au centre, ben, j'étais avec Comfort. J'étais avec une logique de production offensive, tout simplement. Pour ce qui est de J.D. Comfort, lui, c'est 48 points en 77 matchs la saison dernière. Et finalement, Patrick Kane à l'aile droite. Patrick Kane, 47 points en 50 matchs. Dommage que la saison n'est pas complète pour Kane, mais méchant impact quand même là, pour ce qui est de Kane là, quand il est arrivé avec les Red Wings à Détroit. Ça l'a paru. Ça l'a vraiment paru. On va y aller maintenant avec la troisième ligne. Bon, comme je vous ai mentionné, il n'est pas encore signé dans le cas de Berggren, mais Berggren il a joué 12 matchs en 6 points la saison dernière avec les Red Wings de Détroit. C'était sa deuxième saison. Euh, la première saison, il avait joué une soixantaine de matchs, si je me rappelle bien. Mais là, une saison écourtée de 6 points en 12 matchs. Que je fais jouer avec Rasmussen, lui, c'est 33 points en 75 matchs. Et finalement, Andrew Cup, 33 points en 79 matchs du côté de Détroit la saison dernière. Sur ma quatrième ligne, j'y étais avec un nouveau venu, Tyler Mott. Tyler Mott qu'on a connu du côté du Lightning de Tampa Bay. 9 points en 69 matchs pour ce qui est de Tyler Mott la saison dernière. C'est un joueur essentiellement de profondeur. Joe Velino, dans son cas à lui, ça peut être discutable. C'est un gars qui est vraiment plus confortable au centre qu'à l'aile. J'ai décidé de le laisser quand même au centre, mais je pense que ça aurait pu être intéressant aussi de l'avoir s'il était à l'aise à l'aile sur un troisième trio. 28 points en 80 matchs la saison dernière pour ce qui est de Joe Velino. Et finalement, Christian Fischer, 19 points en 79 matchs la saison dernière du côté de Détroit. Encore là, on parle d'un gars qui est essentiellement un gars de profondeur pour ce qui est de Christian Fischer. Maintenant, au niveau des défenseurs, au niveau des défenseurs, on a fait quand même. Tu as eu le départ de Shane Gottisberg, ça c'est sûr que ça va laisser une certaine espace libre. Et c'est là où je pense que Gustafsson, l'ajout de Gustafsson peut être intéressant. Ça va aussi ouvrir peut-être un peu d'espace pour Edvinson, qui devrait jouer probablement plus que 16 matchs la saison prochaine dans la Ligue nationale, ou du moins c'est ce que je souhaite. Alors, on va commencer avec ma première pairing, qui était une pairing qu'on a vu quand même beaucoup. C'est intéressant, on met un défenseur défensif d'expérience en Ben Sherratt, 33 ans, 20 points, 77 matchs du côté de Détroit la saison dernière, qu'on fait jouer avec le jeune Maurice Seider, 23 ans seulement pour ce qui est de Seider, 42 points en 82 matchs. Mais Sider, Dallin, c'est des défenseurs qui sont quand même grands, qui sont gros, puis c'est des gars qui sont tellement fluides, sont beaux à voir jouer, c'est le fun. Par la suite, en termes de deuxième paire, on va y aller avec l'espoir Simon Edvinson. Lui, il a 21 ans. C'est 2 points en 16 matchs du côté de la Ligue nationale la saison dernière pour Edvinson, mais sinon, il a très bien paru au niveau de la Ligue américaine. On parle quand même d'un défenseur à très gros gabarit dans son cas à lui. Puis ce qui est ironique dans le cas d'Edvinson, c'est que j'ai trouvé des places où il disait 6 pieds 4, d'autres places où il disait 6 pieds 6. Je ne sais pas exactement combien il mesure, mais assurément, il est grand. Il est grand puis il est lourd sur patin. Qu'on fait jouer avec le vétéran Jeff Petrie, 24 points, 73 matchs la saison dernière pour ce qui est de Jeff Petrie. Le vétéran de 36 ans n'a pas nécessairement connu une excellente saison. Ça a été une de ses pires saisons depuis plusieurs années la saison passée. C'est un gars qui retourne chez lui, dans sa région d'appartenance. Puis ça l'a peut-être pas cliqué comme ce qu'on aurait souhaité. Moi, je me dis, ben regarde, c'est pas grave, on va le faire jouer avec un jeune. J'ai jamais vraiment vu Jeff Petrie comme le plus grand des leaders du monde, mais au moins c'est un gars d'expérience qui va jouer avec l'espace Simon Edvinson. Et par la suite, en termes de troisième page, j'ai été avec Olimata, 18 points, 72 matchs, et le nouveau venu Gustafsson, 31 points, 76 matchs du côté de Toronto et de Anaheim pour ce qui est de Gustafsson. C'est pas un défenseur reconnu pour son jeu défensif. Olimata l'est plus. Fait que ça fait un beau mélange avec des défenseurs à caractère un petit peu plus offensif, puis un petit peu plus défensif. Puis sinon, mélanger l'expérience avec la jeunesse. En termes de scratch, j'y étais avec Justin Hall. Lui, il a 32 ans. Il a joué un petit peu du côté de Détroit, 38 matchs la saison dernière. Et William Legason, dans son cas à lui, Legason, il a évolué du côté de Toronto et Anaheim. Excusez-moi, je me suis trompé pour Gustafsson. C'est pas Toronto et Anaheim. Gustafsson, il jouait où? J'ai un blanc. Mais en tout cas, c'est Lagesson qui jouait du côté de Toronto et de Anaheim. Et au niveau des gardiens de but, au niveau des gardiens de but, je pense que ça peut être discutable. Là. Le gardien qui a bien paru la saison dernière, c'est Alex Lyon. Ironiquement, il y a comme une trentaine d'années, 31 ans. Puis c'était sa première saison complète dans la LNH. D'habitude, il jouait majoritairement dans la Ligue américaine. Mais l'année passée, 44 matchs dans la Ligue nationale, 3.05, 904 d'efficacité, dans une équipe dont le système de jeu est très discutable au niveau défensif. Il a bien fait. Il a très bien fait. Puis on a quand même fait l'acquisition de Cam Talbot. On parle d'un gardien de but vétéran, 37 ans
pour ce qui est de Cam Talbot. 54 matchs la saison dernière, 2,50 de moyenne, 913 d'efficacité. C'est sûr, il était du côté de Los Angeles. Los Angeles étant une organisation qui est plus solide défensivement que va l'être Détroit. Fait que je pense que ses statistiques risquent d'être revues à la baisse. Puis à son âge, ben moi je me dirais que je préférais qu'Alex Lyon soit le partant, puis que Talbot soit considéré l'auxiliaire. Et par la suite, en termes de troisième gardien de but, ben on va avec Ville Husso. Lui, c'est 19 points et 3,55 de moyenne. 892 efficacité la saison dernière du côté de Détroit. Alors, c'est une organisation qui s'est quand même un petit peu améliorée. Ce que je préfère de Détroit de cette année, c'est que je trouve qu'il y a peut-être moins de joueurs qui ont été rajoutés, ce qui risque de peut-être un peu moins nuire à la cohésion de l'organisation. Reste encore que ça va être la job de Lalonde de faire la job pour mettre tout ce beau monde-là ensemble puis avoir un beau système de jeu qui va nous permettre de nous améliorer défensivement et en désavantage numérique. Parce que malheureusement, on ne soutient pas beaucoup nos gardiens pour l'instant du côté de Détroit. Alors, c'est ce qui m'amène à dire que d'après moi, Détroit devrait quand même être capable de courir pour une place en série encore cette année. Peut-être même qu'ils vont participer aux séries. On a manqué les séries de même pas un point. Là. Fait que s'il y a une organisation qui peut tomber, sortir des séries, les Capitals, et s'il y a une organisation qui peut rentrer, j'y vais avec les Wings de Détroit. Alors, du côté de l'Atlantique, je ne sais pas ça donne combien exactement, là, mais mettons le milieu de la division Atlantique. Alors, d'après toi, où vont terminer les Red Wings de Détroit? Est-ce qu'on va finir par faire les séries éliminatoires puis éviter de faire 9 saisons d'affilée? On est déjà sur notre pire séquence de notre histoire pour manquer les séries d'affilée. Fait on veut pas engrosser ça, right? Fait est-ce que les Red Wings de Détroit retournent en séries éliminatoires dès cette année? Eh bien, faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour ce qui est de la pré-saison 2024-2025 de la LNH. Je te dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt.